Revenons-en. Prenons maintenant les cas où NA et NE sont infinis. Sont infinis. Alors, nous avons ici les cas où les deux sont infinis. Ici, maintenant, nous sommes un peu chanceux. Nous n'avons pas besoin d'aller ici. Nous n'avons pas besoin de regarder ce qui se passe. Nous pouvons regarder seulement ce qui se passe là et abandonner carrément ce qui se passe là-bas. Ou bien nous pouvons regarder aussi ce qui se passe ici et abandonner carrément ce qui se passe là-bas pour une raison bien déterminée. Vous allez voir. Prenons, on choisit. Vous faites un choix que vous voulez. Vous pouvez commencer par supposer que les dés, puisqu'on a supposé que les dés sont infinis. Si vous voulez, vous prenez le fait que NA est infini et tu vas travailler avec seulement en oubliant ce qui se passe avec N est infini. Si on veut, on travaille avec le fait que N est infini en oubliant ce qui se passe avec NA infini. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement le fait. Bon, puisqu'on a déjà travaillé avec NA, N est infini, travaillons maintenant aujourd'hui avec NA infini. Supposons maintenant que NA est infini, bien que n est aussi infini. NA est infini. Donc, NA est une partie infinie de n. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il existe donc une bijection strictement croissante. Une bijection strictement croissante que je peux appeler M de n dans NA. Tel qu'à chaque cas ici, j'associe MK. Parce que lorsque tu as une partie infinie des n, tu peux les ranger de manière strictement croissante. Tu prends, étant donné que c'est une partie infinie des n, toute partie de n admet un plus petit élément. Donc, on peut prendre ce plus petit élément-là. Mais alors, tu enlèves ce plus petit élément dans NA. D'accord? C'est la partie qui va rester, l'ensemble qui va rester dans NA, les sous-ensembles qui vont rester dans NA ne peut pas être fini parce que NA est infini. Tu enlèves ça, tu appelles ça NA ou bien MA. Alors, le reste qui reste là est infini. Et sont strictement supérieurs à MA. Parce que MA, c'est le plus petit élément. Mais le reste, c'est là. Étant infini et partie de N, ça admet aussi un plus petit élément. Tu appelles ce plus petit élément MD. Tu vois que MD était déjà dans l'ensemble des gens qui étaient strictement supérieurs à M1. MD déjà est strictement supérieur à M1. Et tu enlèves ça dans ce qui était là. Tu obtiens maintenant un ensemble qui ne peut pas être fini parce que NA est infini. Et donc, tu peux encore obtenir un plus petit élément du reste là, que tu vas appeler M3, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va construire. De manière rigoureuse, on construit ça par récurrence, cette application, bijection entre N et donc M et NA. M1 sera M de 1. M2, c'est M de 2. M3, c'est M de 3. Donc, c'est l'application M comme ça. Mais c'est strictement croissante. Et par conséquent, VMK est une sous-suite. Est une sous-suite de VN. Donc, une sous-suite, c'est quoi? C'est comme ça. C'est la composition de la suite que tu avais avec une application comme ça de M dans N, de N dans N qui est strictement croissante. Donc, VMK est une suite. Comment on peut comprendre ça? Donc, j'avais une suite ici, V1, V2, V3, etc., etc. Pour dire que j'ai V3, donc V4, V5, continue jusqu'à V20, on continue jusqu'à V500, et puis on continue jusqu'à l'infini. Pour dire que j'ai une sous-suite, donc, je prends par exemple, si je prends mon premier terme de la suite, si j'extrais V2 comme premier terme, je ne peux pas extraire V1 comme second terme. Non, ça ne sera plus une sous-suite. Mon second terme doit être un terme d'indice supérieur à 2. Si mon premier terme, c'est V2. C'est ça que ça veut dire que la suite, ici, MK est strictement croissante. Mon second, si ça, c'est mon premier terme pour la sous-suite extraite. Le second terme doit être un terme d'indice toujours supérieur à 2. En ce moment-là, 2, ça sera M1.
Et alors, M2 doit être strictement supérieur à 2. Ça peut être par exemple 20. M2 peut être 20. Donc, 20, ça sera M2. Vous voyez que M2, c'est 20, strictement supérieur à M qui est QD. Alors, si mon M2, mon deuxième terme, c'est 20, mon troisième terme ne peut pas venir être égal à 5. Non, V5. Non, 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 non. Mon troisième terme doit aller être égal à quelque chose de très grand. Par exemple, 500. Alors, M3 doit être 500. C'est comme ça qu'on définit ce qu'on appelle une sous-suite. Et on voit que grâce à cette application ici qu'il y a entre N et NA, par le fait que NA est infini, si nous considérons maintenant ça, cette composition, nous obtenons une sous-suite de la suite. Mais remarquez, MK, avec MK tel qu'on a défini là, c'est exactement dans NA pour tout cas dans N. Donc, la suite ici, VMK est toujours dans A selon la définition de NA. NA était l'ensemble des indices dont les termes appartiennent à, les termes correspondants appartiennent à A. Donc, étant donné que tous les MK sont dans NA, les VMK donc doivent être dans A. Ce qui fait de la suite V, de la sous-suite VMK, une suite dans A. Mais A est compact. Alors, quand on va utiliser la caractérisation de la compacité avec la suite, les suites, nous savons que quoi? Il existe donc une sous-suite de cette suite maintenant. Cette suite-là, je peux l'appeler V, M, K, J. Et là, ici, l'indice varie à partir de J, en fonction de J. Donc, il existe une sous-suite. Alors, pour éviter de confusion avec ces cas, je pourrais appeler cette fonction, par exemple, L, pour éviter la confusion, pour dire que j'ai remplacé K par une fonction strictement croissante de N dans N. L. L, J. Et j'ai remplacé donc K par ça, pour éviter les confusions. Donc, j'ai maintenant une sous-suite de ça. Et il existe aussi un élément W de A, tel que, parce que A est compact, tel que V, M, L, J converge vers ces W. Mais A est une partie de K. Donc W est aussi dans K. Qu'est-ce que je fais? Mais encore, je peux donc appliquer le même raisonnement pour comprendre que ça, M étant une fonction strictement croissante, L étant une fonction strictement croissante, M composé avec L de J, ça fait une fonction strictement croissante. Donc ça, c'est une sous-suite de notre suite de départ qui est appelée Vn. Et donc, on a obtenu une sous-suite de notre suite de départ qui converge vers un élément W de K, c'est fini. Peu importe ce qui va se passer dans E, je m'en fous. Moi, mon souci, c'était d'extraire une sous-suite de la suite de départ qui convergeait vers un élément. Et en voyant maintenant, c'est fini. Donc, on a démontré la complexité de trois manières. Mais à l'examen, ne pensez pas qu'on avait besoin que les étudiants fassent tout ça. Non, 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 non. Tout ce dont on avait besoin, c'est de voir l'étudiant utiliser la définition parce que c'était bien présenté clairement et c'était facile à obtenir et de voir l'étudiant utiliser les théorèmes de Heinborel parce que c'est aussi direct, comme vous l'avez constaté, ou pour les étudiants un peu euh, assidus, qui sont aussi un peu audacieux, ils pouvaient aussi tenter de raisonner comme ça. Mais pour un étudiant qui aurait raisonné comme ça allait être vraiment intéressant de voir. Malheureusement, jamais personne n'a essayé de réfléchir pour démontrer en utilisant les suites de cette manière. Donc, c'est un peu comme ça. Je vous souhaite alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Et je vous conseille de partager la vidéo pour à vos amis, frères qui font des maths ou informatique, polytechnique, à l'ENIKI ou partout. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo, les liens de la chaîne à tous ceux qui pourront être intéressés parce que cette chaîne, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université pour apprendre les mathématiques comme ça, parce que cette chaîne, normalement, dans cette chaîne, nous enseignons généralement les mathématiques en lingala et donc c'est accessible à tout le monde. Et il faut donc partager. Je vous remercie. Donc, voyons-nous à la prochaine vidéo.